et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Mon invité du jour, je le suis depuis longtemps sur Instagram parce que j'aime sa plume, sa façon de parler des émotions et majoritairement d'amour. J'ai aussi lu son premier roman qui laisse entrevoir une partie de son enfance. Alors quand je lui ai proposé de participer à Prenons un café, je n'y allais pas à l'aveugle. Il y a quelque temps, sur Instagram justement, il annonçait être tombé amoureux d'une femme extraordinaire qui était également la maman d'un petit garçon, ce qui le propulsait d'un seul coup dans le monde de la parentalité sans en avoir vécu les premières heures. Mon invité du jour, c'est Vincent Laouze. Et dans cet épisode, il nous raconte son expérience de coparent et de son rapport à la paternité qui a changé depuis la rencontre de cet enfant qui n'est pas tout à fait le sien, mais qui remplit son cœur d'un amour certain. Parce que, devinez quoi, il n'y a pas que les gènes qui font les papas. Et ça, Vincent le savait déjà. Tu penses être seul à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue sur Prenons un café. Je suis super contente de pouvoir échanger avec toi. Avant de commencer, d'aller dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas ? Alors, j'ai 36 ans, je suis travailleur social, donc je suis exactement éducateur spécialisé. Trop bien. Dis donc, tu as une vie chargée. Est-ce que tu dors des fois ? Oui, quand même, oui, j'apprends à dormir. Depuis que je suis arrivé à Castres, j'apprends à avoir une meilleure hygiène de vie et donc de sommeil, c'est important. Carrément. Je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un café. Est-ce que tu désires être père ? Oui, je désire être père, mais est-ce que tous les désirs sont faits pour être réalisés ? Ça, c'est une autre histoire. J'ai un désir profond d'être père depuis très longtemps. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tient, je pense, depuis bien plus de 10 ans. Mais plus le temps avance, donc là j'ai 36 ans, et plus je me rends compte peut-être qu'il y a d'autres manières d'exercer la parentalité, que ce soit à travers ma vie familiale en tant que coparent du coup, avec le fils de ma compagne qui a 7 ans, ou même à travers mon travail de travailleur social où je m'occupe de jeunes, et vu que je suis leur principale figure d'attachement au sein de l'établissement, c'est aussi quand même une forme de parentalité en soi. Donc voilà, donc c'est un désir mais que je n'ai plus envie de mettre en premier plan, et si ça doit arriver, ça arrivera, sinon ce n'est pas grave. C'est marrant parce que tu parles justement de ces différentes formes de paternité, de parentalité. Ça veut dire quoi être père pour toi ? Grande question. Oui, on commence par les questions profondes dès le départ. Je vois ça. Être père, je pense que c'est juste être là pour son enfant au mieux, en fait, l'accompagner, le guider dans sa vie du mieux qu'on peut. C'est Biclo Oli qui disent il y a que des pères qui font de leur mieux, et c'est ça en fait. Je pense que il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de mode d'emploi dès le début, il n'y a pas à la naissance, on ne te donne pas une fiche de poste en te disant c'est ça être père. Je crois que tu l'apprends chaque jour. Donc c'est vrai que c'est un peu étrange de dire qu'est-ce qu'un père alors que moi-même je ne le suis pas, mais au quotidien, à travers mon travail, à travers le quotidien une semaine sur deux avec le fils de Coralie, j'apprends aussi ce que c'est d'être une figure d'autorité, une figure d'attachement, de parentalité, alors que je ne suis pas père biologiquement parlant. Mais voilà, je crois qu'il y a des milliers de façons d'être papa, en fait, tout simplement. Carrément. Est-ce que toi, dans ton enfance, tu as eu cette figure paternelle ?
Bien sûr. Moi, j'ai un schéma traditionnel. Je viens d'une. Alors bon, les premières années de ma vie, non, puisque j'ai été adopté. Je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans. Donc effectivement, je n'ai pas su jusqu'à l'âge de 4 ans ce que c'était qu'une famille et ce que c'est d'avoir des parents, à proprement parler. Mais après, depuis et jusqu'à maintenant, mes parents, un schéma patriarcal chez moi où le père décide et la maman, elle est soumise, pas du tout. Enfin, j'ai toujours vu mes parents fonctionner en main dans la main. Et moi, j'ai toujours eu ce schéma-là. Et c'est vrai que, de fait, je me suis toujours dit que je serais comme mon père plus tard. Et c'est vrai que dans ma tête, quand j'étais petit, je me voyais à 30 ans avoir la maison, la grosse voiture, les enfants, être marié. Enfin, c'était le schéma pour moi qui me semblait logique, sans penser que derrière, en fait, il peut y avoir une multitude d'autres formes de parentalité, des schémas totalement différents de ce que j'ai pu moi vivre toute mon enfance. Mais après, voilà, je regrette absolument pas comment j'ai vécu ça. Mais c'est intéressant parce que tu vois, tu me disais qu'il y a plein de façons d'être père et que c'est pas forcément dans des liens biologiques, mais finalement, c'est ce que tu connais toi. Et oui, mais c'est vrai que c'est tellement. J'ai tellement pas vécu autre chose au final. En fait, si encore j'avais vécu les 4 premières années de ma vie d'une autre manière de parentalité en soi, peut-être que ça serait, je le pense, du cœur et pas les liens du sang, mais j'y pense même pas. C'est vrai que, enfin, c'est comme je le dis dans Rubiel et moi, dans le premier roman, je dis que tout le monde dit qu'on n'a qu'un père. Moi, bon, j'en ai eu deux. C'est vrai que j'ai eu un géniteur, et puis après j'ai mon père. Et voilà, mais je fais pas de distinction. C'est vrai que souvent les gens me disent mais ton père, ton père adoptif, tu l'appelles papa. Ben oui, bien sûr que je l'appelle papa. Enfin, il n'y a pas de, je vois pas comment je l'appellerais autrement en fait. Et mais c'est vrai que en y pensant, oui, effectivement, en fait, je suis en plein là-dedans. Il n'est pas pourtant, il ne m'a pas conçu et pourtant c'est mon père. Mais tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire la différence entre géniteur et père. Comme si les deux devaient forcément être liés, alors qu'on voit bien que non. C'est des débats qui reviennent aussi beaucoup pour tout ce qui concerne la PMA entre deux femmes, enfin les couples de femmes lesbiennes qui font famille et on leur dit mais oui, mais il aura pas de papa, mais il aura 2 parents et en fait c'est ça qui compte, comme si le lien génétique était ce qui prédominait dans la paternité, alors qu'en fait tous les géniteurs sont pas des papas, loin de là. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont pas géniteurs et qui sont pourtant papas. C'est exactement ça. Et dans le cadre forcément oui de la PMA ou dans le cadre de l'adoption, oui, c'est primordial de penser ainsi, heureusement. Ouais, mais tu vois, c'est important de le rappeler parce que je pense que c'est pas un automatisme pour tout le monde. Pour les auditeurs et auditrices de Prenons un café, j'ose espérer à force au bout de 5 ans que ça en devient un. Mais c'est important de rappeler ça et de montrer que toutes les formes de parentalité sont valides tant qu'elles sont consenties et pleines d'amour finalement. Moi, alors, on se retrouve aujourd'hui parce que je t'ai contacté il y a quelque temps, parce que j'avais envie de parler avec toi de ton rôle de beau papa. Parce que tu es en couple avec une femme qui a eu un enfant d'une précédente union. Et en fait, finalement, ce rôle de beau-père, il est finalement assez particulier et je trouve qu'on donne pas beaucoup la parole aux personnes qui arrivent dans la vie d'une famille déjà établie dans un second temps. Est-ce que, avant de rentrer dans ce vif du sujet, est-ce que tu veux nous parler de ta rencontre avec Coralie, de comment vous vous êtes rencontrés, de cette histoire-là, parce que moi j'adore les histoires d'amour et que je trouve que c'est sympa. Est-ce que tu veux nous en parler? Est assez particulière puisque je suis revenu du coup sur Toulouse il y a 2 ans suite à une petite aventure du côté de l'est de la France qui m'a amené jusqu'aux frontières suisses. Malheureusement, la vie fait que des chemins se séparent et donc je me suis séparé de ma précédente compagne parce qu'on n'avait plus les mêmes désirs et mêmes projets de vie. Donc je suis revenu en novembre 2022 à Toulouse avec plus ou moins la ferme intention de ne plus jamais retomber amoureux de ma vie, concrètement. Comme toute personne blessée. Comme toute personne blessée, je me suis dit voilà, j'ai 35 ans, je repars un peu à zéro entre guillemets, même si
je n'avais pas perdu non plus mon temps en 5 ans, mais il y avait un peu ce sentiment de se dire, bon, ben, je repars quand même un peu en arrière. Et tant pis. Donc je reviens à Toulouse, je retourne à la colocation avec mon frangin qui m'avait laissé quand même ma place durant 2 ans. Voilà. Et je me dis vraiment, ben tant pis, je vais profiter un peu de la vie, je vais me ressourcer un peu, prendre sur moi, voilà, prendre du temps pour moi, et puis bah, faire des rencontres agréables et éphémères sans me prendre la tête. Vraiment, c'était l'idée. Donc je me suis inscrit sur quelques applications de rencontres où j'ai eu d'ailleurs quelques aventures un peu étonnantes, puisque sur Fruits notamment j'ai été banni du compte parce qu'on m'a signalé en pensant que j'étais un compte fake, un compte qui se faisait passer pour Vincent Laouze l'écrivain, alors que c'était réellement moi. Du coup, bon, j'ai pas resté longtemps sur Twitch, j'ai même pas pu plaider ma cause, bon, tant pis. Et puis une amie à moi m'a parlé de Bumble, en me disant c'est vraiment très qualitatif, c'est les femmes qui font le premier pas. Quand tu matches avec la personne, si la femme n'initie pas la discussion, eh bien, tu ne peux pas écrire. Et je trouvais ça plutôt intéressant, puisqu'on est quand même dans une ère sur les applis de rencontre ou même les réseaux sociaux où malheureusement les hommes, voilà, viennent en masse, comme des animaux, prennent beaucoup de place dans les DM et dans les messages privés des femmes. Sans vraiment être invités. Donc je trouvais ça intéressant que pour une fois, ça soit la femme qui initie et que du coup elle fasse un tri un peu naturel. Donc je me suis dit allons-y. Donc je m'inscris sur Bumble et je décide, je ne sais pas pourquoi, d'élargir le champ géographique de rencontres, puisque Toulouse, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour depuis novembre. Donc je me dis j'ai envie de voir un peu plus du pays et je mets 80 km. Et le premier profil qui vient popper, c'est celui de Coralie. Et en fait, c'est un profil qui est, comment dire, désespérément vide. Il n'y a pratiquement rien. Il y a juste quelques photos d'elle, mais on va dire qu'ils sont pas très avantageuses. Enfin, elles sont pas bien cadrées. On voit qu'un œil, on voit l'esquisse d'une bouche, on voit une photo où on comprend qu'il y a un enfant. Elle a mis un emoji dessus. Enfin, il n'y a rien qui donne vraiment envie, on va dire, de s'intéresser au profil. La description est très 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 minimaliste. Je sais juste qu'elle aime bien sortir au musée, la culture, boire un verre de vin. Il y a rien en fait, il y a rien. Et justement, c'est ça qui me plaît. Je me dis, c'est étonnant. On vit dans une époque où il faut être vu au maximum, constamment, et notamment sur des applis de rencontre où tu es quand même là pour te vendre un peu, hein, malheureusement. Et pourquoi cette personne-là, en fait, justement, fait absolument le contraire. Donc je me dis, je vais liker, parce que je trouve ça étonnant. Et je like, et je me rends compte que cette personne m'a déjà aussi liké avant. Donc boum, ça match direct. Donc, je suis étonné, je me dis quand même, ça veut dire que cette personne-là a également fait la même démarche que moi. Elle a également élargi le champ, puisque je me rends compte qu'elle habite à Castres, et moi à Toulouse, qui est environ à 70 km. On commence à discuter et tout de suite, c'est vrai que la discussion, on s'entend bien et on décide de se rencontrer 5 jours après. Donc c'est le 20 février qu'on prend contact. Le 25 février, elle me dit, écoute, cette semaine, enfin ce week-end-là, je n'ai pas mon fils. Donc elle m'explique très vite qu'elle a un enfant, bien sûr, et tout ça. Je n'ai pas mon fils, viens, on se rencontre, viens, et puis on voit. Donc on y va. Je n'y vais pas dans une optique de tomber amoureux, elle non plus. Vraiment, c'est une rencontre entre 2 adultes consentants et majeurs et vaccinés. Et quand j'arrive, en fait, je me rends compte tout de suite que je suis complètement sous le charme et je tombe très vite amoureux. En fait, même à la seconde où je la vois, je me rends compte que déjà elle est très 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 belle et donc du tout, elle sait pas du tout se prendre en photo et que vraiment il y a ce côté, je me dis mais waouh, et en fait non, c'est volontaire, elle se cache volontairement, en fait c'est une manière à elle de se protéger. Je me rends compte qu'elle se cache derrière plein de choses. Et donc on discute, donc on passe une après-midi vraiment 2-3 heures à discuter chez elle, donc voilà, elle m'invite vraiment dans son intimité chez elle vraiment. Et au bout de 2-3 heures, elle me dit, tu sais Vincent, il faut que je te dise quelque chose, mais en fait, je t'ai lu. J'ai lu ton premier roman. Et là, je trouve ça génial de sa part, en fait, de ne pas me l'avoir dit.
d'avoir laissé vraiment la rencontre se faire entre Vincent et Coralie et pas Vincent l'auteur. Et donc en fait, en mon fort intérieur, je me marre, je me dis c'est fou. Donc elle m'a laissé parler pendant 2 heures, on a parlé, on a échangé sur nos vies, alors que au final, elle connaissait quand même pas mal de choses. Alors elle t'avait lu avant les Exactement. histoires d'appli ou... Oui. D'accord. Non, c'est ça qui est fou justement. On y vient, c'est que elle n'était pas abonnée à moi sur les réseaux ni rien. Il se trouve que quelques mois auparavant, et ça coïncide pratiquement au moment où je suis revenu à Toulouse, elle est tombée par hasard dans une librairie d'occasion sur mon livre, le premier, Ou bien les mots en poche. Et elle a été intéressée par le résumé. Elle l'a pris, elle l'a lu, elle a beaucoup aimé. Sur Instagram, elle a vu 2-3 textes de moi, mais elle l'a lu, mais vraiment à distance. Mais quand elle m'a vu sur Bumble, elle s'est rappelée. Elle s'est souvenue du nom de l'auteur. Elle a fait, ah ben tiens. Et du coup, c'est pour ça qu'elle m'a liké, parce qu'elle était quand même assez intéressée. Donc voilà, donc la rencontre se fait à travers un roman, à travers ce roman-là. Et puis voilà, en fait, là, il y a eu une telle entente et une telle évidence entre nous deux que dès le premier jour, moi je suis reparti le lendemain matin, en fin de matinée, et tout de suite je lui ai dit, moi de mon côté, en tout cas je sais pas toi, mais moi de mon côté je désactive mes applis de rencontre, enfin, j'ai envie de te revoir vite quoi. Et puis voilà, on s'est revus chaque semaine le temps que voilà, je venais les week-ends quand je pouvais, c'est-à-dire tout le temps, et puis jusqu'à ce que je vienne vivre à Castres, la rejoindre fin juin. Donc ça a été quand même très rapide. Assez rapide, ouais. Ça a été assez rapide parce qu'on n'avait pas de temps à perdre en fait. On s'est rendu compte qu'on ne voulait pas. À ce moment-là, on a 35 ans tous les deux, puis on se rend compte que ouais, c'est une évidence. C'est comme ça. C'est une évidence. Je rencontre son enfant à peine un mois après s'être rencontrés. Ouais. Et c'est pareil. En fait, elle me dit, c'est depuis, donc ça faisait 3 ans qu'elle était séparée de son ex-conjoint. Elle me dit, je n'ai jamais laissé quelqu'un rentrer dans ma vie. C'est vraiment, voilà. Mais toi, c'est particulier. Je veux que tu le rencontres. Et puis elle était persuadée que ça irait en fait, que ça s'entendrait bien. Et donc effectivement, début mars, je crois. Non, fin mars, pardon. Enfin, au bout d'un mois, quoi. Je rencontre son enfant et puis effectivement tout de suite, on s'entend bien. Alors j'avais pas cette crainte-là parce que du fait de mon métier, le fait depuis mes 20 ans travailler avec des enfants, je sais que j'ai un peu la fibre à ce niveau, au niveau de je sais ce qu'ils aiment à peu près à cet âge-là, je connais leur centre d'intérêt, puis j'avais quand même posé beaucoup de questions aussi sur son fils, je m'étais quand même beaucoup intéressé. Donc tout de suite, il y a eu une belle accroche, et puis voilà. Et puis du coup, on s'est dit, on va tester, on va tenter. J'ai fait les 2 mois d'été sur Castres, où j'ai travaillé comme animateur en centre de loisirs. Comme ça, je me suis dit, eux, ils sont en vacances, moi je travaille, on voit comment ça se passe, et puis si ça se passe bien, je repars pas. Et je ne suis pas reparti, voilà. Alors on va faire un petit retour en arrière, même s'il est petit, parce qu'on comprend bien qu'en termes de temporalité, on n'est pas non plus sur des temps longs. Elle t'a dit tout de suite qu'elle avait un enfant. Bien sûr. Dès les premiers échanges. Ouais. Est-ce que t'avais... toi, t'envisageais déjà pas de rencontre à la base, parce qu'évidemment, l'amour, c'est terminé, parce qu'une fois qu'on a le cœur brisé, on n'aime plus jamais, évidemment. Est-ce que tu avais envisagé cette idée-là d'entrer dans une famille qui était déjà existante? Est-ce que, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Je n'avais jamais envisagé cette hypothèse-là. Jamais. Mais vraiment, c'était à 1000 lieues de moi de me dire qu'un jour, je pourrais être en couple avec une femme qui avait déjà un enfant. Pour moi, ça me semblait impensable, réellement. Et quand je la rencontre sur l'appli de rencontre et qu'on commence à discuter, c'est une des premières questions que je lui pose. Je lui dis, j'ai vu la photo, une des photos avec un enfant, j'imagine que c'est pas ton petit frère, donc tu es maman, et tout de suite elle me dit, elle me cache pas du tout elle m'explique la chose, et c'est vrai que ça ne me rebute pas en fait. Parce que je ne pars pas du principe que ça va être quelque chose qui va être suivi, tout ça. Mais je lui dis, c'est super. Mais quand on se rencontre et que dès la première seconde, je tombe amoureux d'elle,
je me dis, bon, ok, donc là, il va falloir je crois qu'il va falloir que je compose avec ça, parce que c'est pas qu'elle que j'accepte, entre guillemets, dans ma vie, ou qu'elle accepte dans la sienne, il y a aussi son enfant. Et très vite, je crois même d'ailleurs, dès le premier week-end, on discute même sur ses désirs à elle d'avoir un autre enfant. C'est vrai que je lui pose la question, je lui dis, toi, est-ce que, bon, tu as ton fils, il a 6 ans et quelques, 6 ans et demi, est-ce que tu te vois être mère une seconde fois? Et elle m'explique que elle n'y avait pas vraiment pensé avant de me rencontrer. C'est vrai que je pense qu'elle est dans sa tête, elle disait qu'elle resterait mère célibataire avec son fils toute sa vie, qu'elle-même ne souhaitait pas retomber amoureuse, je pense, mais que j'étais quand même venu bouleverser ses plans, vraiment. Et c'est vrai que la question d'avoir un autre enfant se pose, mais on est aussi lucide sur le fait qu'elle a 36 ans, j'ai 36 ans, elle sait ce que c'est d'être maman d'un enfant qui a 7 ans désormais, elle sait ce que c'est, elle sait la fatigue, elle sait l'angoisse, elle sait tout ce que il peut y avoir derrière, et moi je le sais pas. Donc de nous deux, celui qui est un peu plus enthousiaste à l'idée de se dire on pourrait avoir un enfant, c'est moi forcément. Elle est un peu plus réservée parce qu'elle sait, et je la comprends, je comprends tout à fait, et je veux pas que ce désir de paternité de ma part prenne le dessus. En fait, je ne veux pas que ça soit une épée de Damoclès au-dessus de la tête et qu'elle se dise si je ne peux pas si ça n'arrive pas, qu'il parte et qu'il aille vers une personne qui est plus jeune et avec un désir peut-être un peu plus ancré. Mais parce que pour toi, ce que tu disais tout à l'heure en tout cas, c'est que la paternité aujourd'hui n'est plus un désir, comment dire, obligatoire. Enfin, c'est pas une étape obligatoire dans ta vie. Je sais qu'il y a des personnes qui n'envisagent pas, par exemple, tu vas ne pas avoir d'enfant, et donc dans ce cas-là, le couple est conditionné. Si tu veux, il y a une condition à ce que la relation se poursuive parce que elles veulent tellement un enfant qu'elles veulent pas rester en couple avec quelqu'un qui n'en veut pas parce qu'elles savent bien qu'à un moment ça va pas. Enfin, les désirs vont pas suivre parce qu'ils vont pas être sur la même longueur d'onde. C'est malheureusement la raison de la rupture de ma précédente relation. Ouais. Clairement, où on n'était pas sur la même longueur d'onde au final, où au final, moi j'ai un désir de paternité qu'elle n'a pas, et on se rend compte qu'on est face à une impasse. On ne sera pas heureux. Je ne serai pas heureux parce qu'elle va me priver de ça, entre guillemets. Elle ne sera pas heureuse parce qu'elle va se dire mince, je lui enlève ce désir-là. Donc on a préféré se séparer en bonne intelligence, même si ça a été douloureux. Et en même temps, si elle avait cédé, dans le sens où si elle s'était dit je vais faire un enfant parce que c'est ce qu'il veut, en fait il a aussi là ça pouvait pas marcher non plus. Exactement. Et c'est vrai que sur le coup je l'ai mal vécu parce que je me suis dit mince, au final pourquoi tout ça, pourquoi 5 ans avec la même personne pour qu'au final ça n'avance pas, entre guillemets. Et après je réfléchis, je me dis Vincent, voilà, c'est son corps, c'est ses choix, t'as rien à dire en fait, t'as rien à dire. Elle a pas de désir d'enfant, elle a pas de désir de maternité, et je ne lui en veux pas. Voilà, c'est comme ça. Et même quand bien même elle aura peut-être un enfant plus tard avec une autre personne, c'est qu'elle aura cheminé de son côté, et c'est que ça devait être ainsi. Et là c'est pareil en fait avec Coralie. J'ai pas envie qu'elle se force et qu'elle se dise mon Dieu, il faut absolument que je lui donne un enfant parce que c'est comme ça que ça doit être, parce que je suis son réceptacle à souhait ou à désir, et que voilà. J'ai cheminé de mon côté. On aurait fait ce podcast il y a encore quelques mois. Je pense que je n'aurais pas répondu de la même manière. Il y a aussi le fait que j'ai cheminé moi de mon côté, que je fais un travail aussi psy, que je me rends compte aussi que le désir que j'ai d'avoir un enfant est très égoïste. Parce que je ne sais pas à qui je ressemble. De fait, de pas savoir à quoi ressemblaient mon père et ma mère de naissance, je me regarde dans le miroir, je ne sais pas à qui je ressemble. La majorité des enfants, on leur dit, tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta mère. Alors c'est génial, moi on me dit, oh tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta mère. Et oui, parce que le mimétisme, parce que le fait de vivre avec des personnes très longtemps, bien sûr que j'ai des traits de mon père, j'ai des traits de ma mère, ça s'appelle l'amour, c'est génial. Mais biologiquement parlant, je ne sais pas à qui je ressemble. Et je pense que il y a ce désir très égoïste de me dire, moi je veux un enfant qui me ressemblerait. Vraiment, j'aimerais transmettre ça en fait.
et en même temps qui je suis pour imposer ce désir égoïste, que ça soit à Coralie et que ça soit un enfant qui n'aura sûrement peut-être rien demandé. Bah oui, en plus, c'est vrai. Ce désir premier, en fait, il est là, quoi. C'est parce que tu veux te dire, ah ben tiens, peut-être que à travers le reflet de ton enfant, il y aura peut-être le reflet de toi quand tu étais enfant, et peut-être du coup par là même le reflet de tes géniteurs. Et ça, j'en prends conscience là maintenant, et je me dis c'était pas les bonnes raisons en fait. Tu veux être peut-être papa, mais peut-être pas forcément pour les bonnes raisons. Alors après, est-ce qu'il y a des raisons valables, je ne sais pas, pour être père, mais pour être parent du moins, je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, je sais que ça me travaille vraiment à ce niveau de me dire peut-être, attends, peut-être que réfléchis-y encore un petit peu. Voilà. Mais en fait, il y a beaucoup la plupart des gens n'ont pas ce niveau de réflexion poussé sur leur désir d'enfant, tu vois. C'est aussi ce côté, c'est l'ordre des choses, on se met en couple, on fait un enfant. Toi, tu es dans une configuration où tu es avec quelqu'un qui a déjà eu cette vie-là. Donc c'est aussi ça, qui change la donne. Si tu avais rencontré Coralie il y a 10 ans, et ben en fait ça aurait pas été la même chose, tu vois, parce que ça aurait pas été du tout le même cheminement, le même chemin de pensée. Donc là aujourd'hui tu as aussi cet espace-là parce que tu es avec quelqu'un qui a déjà vécu ça et qui peut t'apporter cette réflexion-là. Mais en même temps, la plupart des gens n'ont pas ce niveau de réflexion-là, c'est-à-dire qu'ils vont pas aller se dire mais tiens, mais pourquoi? Parce que tu vois, la question que je t'ai posée au tout début, elle est pas anodine, c'est une question que je pose à chaque épisode, à chaque invité, de savoir si tu désires être mère ou être père, ou si tu as toujours désiré être mère ou père, si tu l'es. Parce qu'en fait, je me rends compte avec cette question, c'est que finalement, la plupart des gens ne se posent pas la question. Mais c'est difficile de se poser la question en même temps quand tu n'as jamais été père ou mère. Parce que tu peux pas savoir, en fait. Est-ce que tu vas te dire, est-ce que je veux être mère si tu sais même pas ce que c'est? Ou être père si tu sais pas ce que c'est au fond? Tu le sais seulement en l'étant, en fait, finalement. Oui. Et toi, tu as un aperçu aujourd'hui de ce que c'est la paternité. Même si pas de lien, même si tu es arrivé dans sa vie plus tard, donc il y a plein de choses que tu n'as pas vécues. Oui. Mais il n'empêche que le lien, le quotidien et le lien et l'amour, j'imagine, sont là. Donc il y a un moment, tu as cette porte d'entrée finalement dans la réflexion. Exactement. Donc il y a le côté personnel du coup, familial que je vis actuellement. Et il y a aussi également du coup, comme je disais au début de l'enregistrement, l'aperçu que j'ai au niveau professionnel. Je vois aussi ce que c'est la parentalité. Alors moi, de par le relationnel que j'ai avec les jeunes, même si nous ne sommes pas leur papa, leur grand frère, que sais-je, mais je vois ce que c'est, entre guillemets, de prendre le rôle d'un papa le temps d'eux pendant quelques mois parce que leurs parents ne sont pas en état d'eux. Et je vois une figure d'attachement. Une figure d'attachement. Et je vois surtout aussi les multitudes de parentalité que je peux voir, les parents des enfants dont j'ai la charge. Je vois aussi ce que c'est les difficultés d'être un père ou d'être une mère, sans porter de jugement aussi. Mais ça me questionne aussi sur moi, ma capacité à être un bon père plus tard, de me dire est-ce que je serai capable de faire face à certaines situations délicates, de faire face à de la souffrance de mon enfant sans que je puisse y répondre, etc. etc. Il y a aussi cette crainte, je l'évoque aussi encore une fois dans le premier roman, de me dire est-ce qu'il n'y a pas une forme de malédiction chez moi, dans le sens où de ce que je comprends de mon histoire très personnelle, le géniteur est parti, a été un courant d'air, a disparu de la circulation et a laissé ma génitrice avec 3 enfants et puis clairement l'a laissé mourir, hein, puisque c'est le cas. Je me dis, est-ce que c'est pas inscrit dans mes gènes aussi, de me dire, est-ce que, ok, je serais un bon mari, un bon copain, est-ce que je serais un bon papa au final? Est-ce que je prendrais pas la poudre d'escampette aussi à un moment donné? Donc il y a aussi cette crainte-là de me dire, est-ce que je vais pas reproduire les mêmes erreurs? Donc là, il y a tout ça en fait qui me questionne. Je connais mes valeurs, je connais aussi mes faiblesses, mes défauts, je connais mes failles. Et encore une fois, voilà, qui suis-je pour imposer ça à un enfant qui n'aura sûrement rien demandé, encore une fois. Ouais, mais tu peux être aussi tout ce qui est positif.
Oui, aussi. Mais j'ai tendance à voir le côté négatif souvent chez moi, bien sûr. Mais bien sûr, il y a aussi, je sais aussi tout ce que je peux amener de par mon passé, de par mon travail, de par ma sensibilité. Je sais aussi ce que je peux amener de beau, mais j'ai peur aussi de tout ce que je peux amener de négatif et bousiller en fait une vie qui n'a pas lieu d'être, qui n'a pas lieu d'être. C'est intéressant parce que tu parles justement de ce que tu pourrais hériter de ton géniteur. Moi, j'entends, enfin, il y a cette différence entre l'inné et l'acquis. L'inné, ça serait quelque chose qui est transmis dans les gènes et on parle de ça, mais enfin, ça va être des traits physiques. Parfois, on a l'impression qu'on a des traits aussi de caractère de nos géniteurs, génitrices. Mais est-ce que justement ces traits de caractère-là sont pas plutôt de l'acquis qui viennent finalement des personnes qui nous élèvent. Et la plupart du temps, il se trouve que les personnes qui nous donnent les gènes sont ceux qui nous élèvent, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est pas le cas pour toi. Donc, il y a aussi ça. Enfin, tu parles d'inné, de ce que tu pourrais transmettre de négatif, mais il y a aussi tout ce que tu pourrais transmettre de l'ordre de l'acquis de tes parents, des parents qui t'ont adopté, en fait, aussi. Totalement. Bien sûr. Oui, oui, j'ai encore une fois, c'est parce que j'ai cette tendance à noircir le tableau constamment et à voir que voilà, de me dire que, de voir tout ce qui peut arriver de pire et pas de meilleur. Mais bien entendu, je sais aussi que j'ai été éduqué dans voilà, dans de belles conditions, avec, j'imagine, de bonnes valeurs. Donc, je sais ce que je pourrais transmettre également. Mais comme je disais, je connais aussi je connais mes zones d'ombre, voilà. Je sais aussi les choses à travailler. Et peut-être que même encore, je suis peut-être pas encore tout à fait en paix avec certaines choses pour être apte à être un bon père, peut-être aussi. J'ai encore peut-être quelques failles comme ça, des blessures émotionnelles à réparer ou à comprendre, peut-être aussi. Encore un peu. Okay. Tu disais que tu avais rencontré le fils de Coralie assez rapidement. Oui. Est-ce que avant cette rencontre, vous avez parlé des modalités entre guillemets de cette façon d'être avec lui, déjà de ta place ou de ton rôle via cette rencontre ou pas? Pas du tout. Il y a eu vraiment, on s'est dit que ça serait vraiment ça serait au naturel. On verrait, il n'y aurait pas de. Coralie ne voulait rien m'imposer, de me dire il est comme ça ou comme ça, toi tu dois être comme ci, comme ça. C'était vraiment. On a voulu y aller vraiment au feeling, de se dire, allez, advienne que pourra. Et je crois qu'en fait, on n'avait pas peur, en fait, ni elle, ni moi, ni même lui, au final, puisque c'était. Même lui, en fait, a eu ce désir-là de me rencontrer et de même pour vous dire, le jour où on s'est rencontrés, c'était sur un samedi, pareil, un week-end, j'avais proposé que je ne reste pas dormir. J'avais dit, je viens sur la journée et je repartirai le samedi soir en bus. Voilà. Et c'est son enfant lui-même qui, en fin de journée, prend Coralie à part dans l'appartement. Et c'est lui-même qui a dit non, mais enfin, c'est lui qui était d'accord et qui a proposé en fait que je reste pour la nuit. Donc c'était vraiment un acte vraiment symbolique de se dire que on l'imposait pas quoi. Il y avait aucune c'était pas bon mais Vincent il reste pour la nuit c'est comme ça. C'était non, c'était lui-même qui l'a proposé et qui du coup m'acceptait encore plus d'autant plus dans sa vie. Et mais voilà, je suis pas arrivé avec une fiche de poste, je me suis pas renseigné sur qu'est-ce qu'être un beau-père. C'est vrai, ce terme-là, je préfère dire coparent. Je suis pas venu avec alors qu'est-ce qu'il faut que je dise, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, j'y suis allé vraiment, on verra bien. Ok. Au quotidien, quand je dis au quotidien, on parle d'une semaine sur deux et c'est un cas de figure assez intéressant parce que oui, tu entres dans une famille, mais il y a quand même une semaine sur deux où vous avez l'opportunité d'être ce jeune couple rien que tous les deux et de vous découvrir en tant que couple. Effectivement, une semaine sur deux, je suis coparent, donc dans le sens où je suis en charge quand même de l'amener souvent à l'école le matin quand Coralie commence avant, ou d'aller le chercher à midi si je travaille le midi et le soir. Enfin, voilà, il y a un planning qui s'organise
Donc je suis une figure référente à l'école. Je suis écrit sur les personnes habilitées à le chercher. Quand je croise des parents d'élèves ou des copains ou des copines de l'enfant de Coralie, il me présente comme l'amoureux de sa maman. Enfin voilà, il sait, il dira jamais beau-père ou il dira jamais coparent. Pour lui, je suis son 20-20. Je suis 20-20, c'est mon surnom. Je suis 20-20 et je suis l'amoureux de maman et c'est comme ça. Il y a pas, ça change pas et c'est très bien. C'est très bien ainsi. Et une semaine sur deux, effectivement. Donc là, notamment aujourd'hui, là, ce soir. Donc là, à midi, on l'avait avec nous parce qu'il mange pas à la cantine et on l'a ramené à l'école. Et ce soir, c'est son père qui va le chercher pour une semaine. Et donc là, pendant une semaine, effectivement, on redevient ce duo, même s'il y a toujours son fils en arrière-plan et en toile de fond, bien sûr, comme n'importe quelle maman, j'imagine. Mais voilà, c'est très intéressant. Mais c'est ça, parce que toi qui n'es pas le papa de cet enfant, t'as pas ce côté... Enfin, je sais pas, tu me diras, mais il te manque sans doute moins que ce qui peut lui manquer à elle, et il n'y a pas ce côté-là. Donc t'as presque un peu tous les avantages, finalement. T'as les avantages d'une vie de famille qui te donnait envie. Exactement. Et en même temps, t'as cette vie de couple. C'est ça. Je pense avoir à peu près tous les avantages, effectivement, parce que, bien sûr, il y a l'affect. J'aime énormément son enfant, même si des fois, il me tape royalement sur les nerfs, sur certaines choses, comme un enfant de 7 ans qui ne veut pas écouter. Et là, en plus, il est en plein dans la période de rébellion et du non. Donc, c'est vrai qu'il y a des fois où moi, je dois apprendre sur moi et j'apprends notamment, comme dans mon métier, ne pas réagir en neurone miroir, donc ne pas monter en escalade et apprendre sur moi. Et des fois, j'y arrive. Et puis, des fois, quand je suis un peu fatigué, j'y arrive moins, je le reconnais. Mais comme tous les parents, Vincent. Et comme tous les parents, bien entendu. Et c'est vrai que du coup, des fois, j'ai du mal à prendre sur moi et ça clash un peu, même si je ne suis jamais allé au cri et tout ça, parce que c'est pas l'idée. Mais il y a des moments où, voilà, je souffle et on se prend un peu la tête. Mais le reste du temps, c'est génial aussi, on s'entend très, très bien. Mais c'est vrai, je le reconnais et je pense que c'est pas non plus une honte de dire qu'effectivement, la semaine où il n'est pas là, ça me permet de souffler aussi. C'est une autre relation aussi que j'ai avec Coralie qui est du coup femme et pas avant tout une maman. Parce qu'il y a aussi ça aussi, le fait que la semaine où son fils est là, eh bien, elle est maman. Elle est maman et du coup, je passe en second plan, et c'est pas non plus encore une fois une injure où je le prends pas mal, mais c'est un fait, c'est normal, c'est logique. La priorité à ce moment-là, c'est son fils, et du coup, on est moins dans le couple quoi. On est moins dans la relation, ce qui est normal. On est une vie de famille à trois, ce qui est logique. Et une semaine sur deux, c'est vrai que je suis aussi content de retrouver aussi du coup Coralie plus en tant qu'amoureuse, en tant que nouvelle fiancée et en tant que voilà femme que maman qui se préoccupe du bien-être de son enfant, même si encore une fois c'est toujours en toile de fond, même s'il lui manque, même si elle parle de lui régulièrement, et ça c'est tout à fait logique. Mais j'ai moins l'affect, forcément c'est moins viscéral pour moi, et ça c'est tout à fait normal, c'est logique. Mais tu vois, j'avais fait un épisode qui parlait de ça avec Priscilla du compte Délicate Pro. Et oui. Et elle avait justement, son regard de maman, tu vois, vraiment presque le rôle de Coralie finalement. Et elle disait justement que elle, cette semaine-là, parce que elle est aussi en garde alternée avec son ex-conjoint et enfin avec leur enfant, et que cette semaine-là justement, c'était aussi une semaine où elle pouvait souffler. Et c'était intéressant d'avoir ce discours-là parce que je pense que les personnes qui sont en plein dans le tumulte du divorce ou de la séparation quand il y a des enfants ne voient pas ça. Il y a ce côté mince, je vais vivre sans mon enfant pendant une semaine. Mais c'est atroce. Et je pense que Coralie est encore un peu, je vais parler à sa place et j'en suis désolé, connaître un petit peu. Je pense qu'elle est un peu encore dans cette culpabilité-là, de vivre sans lui, effectivement, une semaine, de continuer à vivre et de faire plaisir, de pouvoir, Et il y a aussi, et je pense qu'elle ne s'autorise pas des fois à justement à vivre et à faire des choses qui, pour elle, alors maintenant, elle le fait de plus en plus parce que je suis là, mais je pense que
Par contre, je crois vraiment que sa vie, quand il partait, sa vie s'arrêtait pendant une semaine. Elle se mettait en pilotage elle était automatique. sur pause. Elle se mettait vraiment en pilotage automatique et c'est dommage. Et je pense que sans vouloir me jeter des fleurs ou quoi, mais c'est ce qu'elle a pu me dire, je crois que je l'ai reconnecté aussi à une partie de sa vie, de sa féminité, de sa vie de femme en fait, dans toute la globalité quoi. Et c'est bien aussi, je pense qu'elle a le droit. Et c'est vrai que Priscilla le dit très bien et c'est vrai qu'elle a le droit de s'octroyer du sport, du hip-hop, de faire des films, de pouvoir avoir des soirées en amoureux, de pouvoir, sans se dire, oh mon Dieu, ma fille à côté, qu'est-ce que... Mais je comprends aussi la culpabilité, et c'est aussi pour ça d'ailleurs, peut-être qu'elle est peut-être un peu frileuse, Coralie, à l'idée d'avoir notre enfant, parce que elle se dira, il y aura peut-être aussi cette part de culpabilité, que avec elle tout le temps, et qu'une semaine sur deux, son enfant, son premier, sera chez son père, et qu'il y aura toujours ce deuxième enfant et peut-être et c'est comme ça, j'ai envie de lui dire oui mais c'est comme ça, sauf si on se sépare dans ce cas-là, mais non. Ouais, mais tu vois, même si mais ceci dit, ça doit être un facteur aussi de oui, mais s'il y a une nouvelle séparation avec un autre enfant en plein milieu, ça veut dire recommencer encore cette épreuve-là. Quand tu l'as vécu une fois, tu sais, tu as toujours peur. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure. J'ai souffert en amour, donc je ne vais pas me remettre en couple. Bah, c'est un peu la même chose. Ah, mais je le comprends tout à fait. Et ça, c'est encore une fois, c'est clairement un argument de poids de se dire oui, mais qu'est-ce qui se passe si jamais l'histoire se reproduit? Puis elle a peut-être peur aussi que son enfant se sente rejeté ou délaissé ou de se dire mon Dieu. Alors, on en a parlé, bon, c'est pas non plus un sujet tabou, on a pu en discuter aussi avec son fils, qui a pu nous dire que ça ne lui dérangerait pas forcément d'avoir un demi-frère ou une demi-sœur. Enfin, il n'était pas non plus... Mais c'est lui, il ne voit plus dans l'idée de jouer... Il n'est pas non plus enthousiaste à 100%. Il n'est pas non plus enthousiaste à 100%. Au tout début, c'était un niet vraiment catégorique, mais c'était plus dans l'idée de... Mais Vinvin, il aura plus de temps pour jouer avec moi, du coup. C'est vraiment, mon Dieu, mais... C'était pas oh ma mère elle va être enceinte, non c'était plus Vincent, mais Vincent et moi alors je vais pas pouvoir jouer. Donc on lui a quand même expliqué que ça prenait du temps avant qu'un petit bébé devienne un petit garçon ou une petite fille et qu'il aurait largement le temps de jouer avec lui. Et c'est vrai que là, les dernières discussions qu'on a pu avoir, il se posait la question mais pourquoi moi j'ai pas de petit frère, de petite sœur. Enfin, je pense si nous on n'est pas là pour jouer avec lui, il peut s'ennuyer facilement. Il a du mal à jouer tout seul, à s'occuper tout seul. Okay. Après, on lui a dit quand même, bon, je crois que ça va pas arriver comme ça en fait. Hein. C'est pas dès la naissance qu'il va jouer avec toi, l'enfant. Mais non, mais c'est vrai que ça, c'est abstrait pour eux aussi, ça, afin de se rendre compte que des bébés. C'est totalement abstrait, bien sûr. Mais tu vois, c'est marrant parce que, tu vois, on parlait de tout à l'heure de Priscilla, ce qu'elle pouvait dire, et de sa non-culpabilité, et le fait qu'il y ait d'autres personnes, des mères ou des pères qui ont cette culpabilité-là. Je pense que c'est quelque chose qui peut se ressentir aussi quand tu es encore en couple avec la personne avec qui tu as un enfant, quand par exemple au début, ou même après, il y a des gens qui mettent genre hyper longtemps avant de faire une soirée copine, tu vois, par exemple, et de laisser l'enfant au père. Mais c'est vrai, parce que t'as toujours ce truc, mais c'est une pression sociétale hein, envers les mères, ce truc de en fait t'es une mère donc tu dois t'occuper de ton enfant tout le temps, et si t'es pas avec lui t'es une mauvaise mère, et si tu vis bien de pas être avec lui t'es vraiment une mauvaise mère. Et ça c'est sociétal, mais enfin c'est tellement ancré depuis la nuit des temps, ce genre de choses, ce modèle de la mère sacrificielle, que je pense que ça vient vraiment de là. Totalement. Et à l'inverse, ce qui est horrible, c'est que par contre, le papa, ça va être oh bravo, il te donne un coup de main, c'est génial, mon Dieu, quel super héros. Et c'est triste aussi quand même de se dire, mon Dieu, que la maman, elle doit se sacrifier tout le temps, et puis le père, non, il donne un coup de main, c'est super. Donc oui, j'en ai conscience. Tu sais, c'est presque plus ok pour les pères de partir, d'abandonner leur famille, que pour une mère. Ah ben c'est oui, enfin ça sera jamais critiqué. J'ai l'impression, effectivement. Non. Alors qu'une maman... non, c'est genre... et puis presque, on blâme la mère. Genre, t'avais qu'à mieux choisir, tu sais. Genre. C'est ça. T'as tout fait pour qu'il reste, quoi. Bravo. Ouais, c'est ça.
On fait pas un enfant avec quelqu'un comme ça. Enfin, c'est toi qui as mal choisi le père de ton enfant, c'est toi qui as rien fait. Enfin, en même temps, tu as vu comment tu es depuis la naissance de ton enfant. C'est Ou ça, c'est un échec, quoi, en reprends-toi. Tu sais, fait. après les accouchements, reprends-toi. Mais tu sais, le corps médical fait ça aussi, tu vois. Genre, dans les rendez-vous médicaux après la naissance, après l'accouchement, on te parle très vite de alors, bah, vous avez de nouveau une activité sexuelle. Genre, bah, excusez-moi, mon corps est en friche. Mais alors là, il faut y aller. Il y a encore des professionnels de santé qui C'est mettent la horrible. pression sur ça. Il y Oui, a parce cette que attention, fameuse histoire, je sais pas si tu es familier, mais du point du mari. c'est bon. Genre Oui, des gynécologues qui vont faire un point en plus sur l'épisiotomie pour resserrer pour le mari. Enfin, c'est horrible, tu vois. En fait, on part de c'est loin quand dommage. même. Donc cette culpabilité qu'ont les femmes et qu'ont les mères quand elles se sont séparées pour Oui, accepter et qu'il y ait une garde alternée et accepter de revivre et de vivre pleinement bah, leur vie tout simplement pendant que leur enfant est avec l'autre parent, elle est ancrée dès le départ en fait. On nous apprend en tant que femme depuis le début que notre rôle, il est là. c'est Donc quand ça. tu as la possibilité de pouvoir... Si tu t'amuses sans ton enfant, bah non, tu peux pas, t'es pas une personne normale. Tu vois. Alors que non. Ces épisodes sont là aussi pour ça, hein, pour essayer de dire aux femmes, vous avez le droit de vivre votre vie, et surtout vivez votre vie quand vos Bien enfants ne sûr. sont pas là, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, hein, clairement. Euh, Et parce que de c'est le pas, voir. on n'a pas besoin d'être séparés pour vivre sa vie. Regardez, moi, Exactement. techniquement, ce soir, je vais boire un verre avec mes copines et je ne serai pas avec mon enfant. Mon enfant sera avec son papa et c'est très, très bien comme C'est ça, très très bien comme ça. carrément. Il y a eu un petit changement récemment, non? À quel niveau? Bah, je sais pas, il y aurait pas un engagement de prix plus? Eh oui, 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 oui. C'est vrai que là, encore une fois, on se dit, bon, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il y a un moment particulier pour? Et puis je me suis dit, voilà, si c'est l'évidence dès le début, pourquoi attendre? Et effectivement, j'avais envie pour nous un an, du coup, 25 février dernier, de la demander en mariage et pas de n'importe quelle manière, puisque je me suis dit, elle m'a rencontré à travers un roman, à travers mon premier roman, pourquoi pas faire la demande à travers ce premier roman, puisque le hasard fait bien les choses, ou le destin, en tout cas, s'en mêle parfaitement bien. Le prénom de Coralie se trouve dans ce premier roman, puisque à un moment donné, je raconte une anecdote avec une camarade de maternelle qui s'appelle Coralie. Et en fait, je me suis dit, ben, c'est parfait. Il y a tout ce qu'il faut, tous les mots nécessaires pour créer la demande. Et donc voilà, je lui ai fait une petite surprise, un petit week-end à Venise avec une petite lettre, une sorte de mini énigme à retrouver les mots dans le roman, dans le désordre, pour que ça fasse la demande. Voilà, avec la bague à la clé, forcément. Voilà, je me suis Ça dit, a quand même certains avantages d'être en couple avec un romancier, hein. je me suis dit, voilà, autant mettre à profit le fait que je sois également écrivain. Et je me suis dit, soyons fous, faisons une demande originale, et je crois qu'il n'a jamais été faite à travers le monde. Et j'avais envie de faire quelque chose vraiment d'unique, parce qu'elle est unique aussi. Et voilà, je me suis dit, bah, tiens, allez, on va tenter à travers le livre. Et puis ça a marché, puisqu'elle a dit oui. Donc Bah voilà. oui, canon. C'est important pour toi le mariage? Alors, étonnamment, pas tant que ça. Vraiment. Mhm. C'était la demande que je trouvais la plus importante. La suite, je dois avouer que ça m'importe peu. Vraiment, que ça soit un mariage en grand, que ça soit à l'équipement à la mairie, que ce soit n'importe quelle modalité, c'était vraiment plus l'idée de cet engagement-là que je lui fais vraiment l'un en face de l'autre. Voilà, j'ai pas fait la demande sur la place Saint-Marc, c'était pas l'idée, quoi, au milieu des pigeons. Elle a peur des pigeons, donc ça aurait pas été possible. Mais c'était plus je voulais vraiment, voilà, que ça soit entre elle et moi un engagement à vie, et où on se jure, voilà, pour le meilleur et pour le pire, d'être là l'un pour l'autre. Mais la suite, le mariage en soi, sûrement à la mairie, avec nos proches, très très proches, nos parents, nos frères et sœurs, les témoins. Mais je suis pas partisan d'une grande fête où on réunit tout le monde, et puis il n'arrivera pas à satisfaire tout le monde, et donc il y aura forcément des critiques, il va forcément se prendre la tête. Et en fait, je ne veux pas d'un moment de stress intense
pour une journée qui est censée être une des plus belles de notre vie. J'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie de mettre je ne sais pas combien de milliers d'euros dans dans un moment qui forcément ne sera pas bien vécu par tout le monde au final. Donc autant que ça soit réduit, autant qu'on fasse quelque chose en petit comité où on sait pourquoi on le fait. Voilà. Donc la question du mariage en soi, encore une fois, c'est parce que dans ma tête, comme je le disais au début de l'enregistrement, j'ai ce schéma-là. J'ai ce schéma-là depuis tout petit. Le mariage, le bébé, l'animal de compagnie, l'espace et la grosse maison à la campagne, parce que c'est ce que j'ai vu, toute ma vie. Mais en fait, je me rends compte que je pourrais très bien vivre avec Coralie et son enfance au niveau papier, j'entends. Mais c'était plutôt l'idée, c'était vraiment cette idée-là de lui offrir cet engagement et même pas au-delà de lui offrir mon nom ou quoi. J'ai pas envie qu'elle abandonne son nom pour le mien. Moi, je veux qu'elle garde le sien aussi. Si elle veut avoir le mien à coller, pourquoi pas. Mais je trouve son nom de famille très très beau. J'ai pas envie que sous prétexte que c'est comme ça et que c'est traditionnel, qu'elle abandonne son nom pour moi. Tu prêches une convaincue avec ton idée de mariage, hein, parce que pour le coup, j'ai un schéma très, très, très similaire. Pour moi, cette symbolique de la demande en mariage, ça me parle vachement parce que, en fait, tu promets à la personne, tu as l'intention, en fait, de passer le reste de ta vie avec elle et que tu es prêt à t'engager à ce point-là. Et ça a une forte symbolique, tu vois. Nous, on s'est mariés, ma famille était même pas au courant, pour te dire, mais nos familles sont au courant maintenant, mais elles n'étaient pas au courant. On s'est mariés avec nos témoins à la mairie et c'est tout. Et c'était tellement c'est ce qu'on a envie de faire, en fait. On a envie allez, nos parents, parce qu'on sait qu'ils le prendraient si c'était sans eux, mais voilà, nos parents, les témoins, allez, peut-être les frères et sœurs s'ils peuvent, et c'est tout, vraiment, c'est tout, le strict minimum. Et puis, il y avait aussi ce côté souvent, Coralie, j'en ai fait un texte, du coup, sur Insta, elle me dit, mais tu t'es embarqué dans un truc, là, mais t'as pas signé pour ça, t'as pas signé pour un enfant qui est quand même très très en demande auprès de sa maman, t'as pas signé pour un chat qui miaule constamment la nuit. Elle compare beaucoup avec ma vie d'avant, où elle pense que je vivais une meilleure vie, que j'étais très heureux, que j'ai vécu des moments heureux, bien sûr, c'est pas ça le problème, mais c'est juste que là, c'est comme ça en fait. Je l'ai choisi et je choisis le package en fait, je choisis tout. Et quand elle me dit t'as pas signé pour ça, ben si en fait j'ai signé pour ça. J'avais pas imaginé, mais en fait, je changerais pour rien au monde. Et donc là, j'ai envie de lui dire, bah si, mais en fait, je vais signer pour ça et je vais même signer jusqu'au bout. C'est marrant, cette façon qu'on peut avoir d'avoir l'impression qu'on impose notre vie aux autres, alors que généralement, tout le monde a choisi d'être là, quoi. Que c'est pas parce que t'as des bagages en plus que tu les imposes à l'autre. L'autre est là, en connaissance de cause. Il n'y a jamais rien eu de caché en plus, donc il n'y a pas de raison. Non. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Même moi, souvent, je lui dis, même moi, j'ai cette phrase-là. Je lui dis, mais je t'impose ça. J'ai aussi mes troubles, j'ai aussi mes humeurs, j'ai aussi j'ai aussi toutes mes zones d'ombre, mes moments où je vais pas très bien. Et je lui dis aussi, t'as pas signé pour ça. Tu serais bien mieux avec une autre personne. Et souvent, je lui prends la tête avec ça. Et pas à juste titre au final. Mais en fait, pas vraiment, parce qu'en fait, qui n'a pas de part d'ombre? En fait, ça n'existe pas. Tout le monde arrive avec ses bagages, avec ses parts d'ombre, et il n'y a pas de personne parfaite. C'est parce que c'est ce qu'on nous montre dans les films, dans les contes Disney, tu vois, on nous fait croire qu'on vient avec la perfection et que les autres personnes, celles qui ont des zones d'ombre et des troubles, c'est les méchants. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas la vérité. La vraie vie, c'est que on a tous ça en nous et qu'on est gentil en même temps. On peut être gentil en même temps. Bien sûr qu'il y a des gens torturés qui deviennent méchants parce qu'ils sont torturés et qui deviennent les bad guys, tu vois. Mais on peut, il y en a aussi beaucoup de gens qui viennent avec des bagages, avec des traumas, avec quoi que ce soit, des zones d'ombre, des trucs qui, je veux dire, c'est pas parce qu'on fait des choses mauvaises qu'on est des mauvaises personnes. Ça. Et ça, je pense que c'est hyper important. Alors après, il y a des gens qui font des choses mauvaises qui sont des mauvaises personnes. Mais c'est pas parce qu'on fait des mauvaises choses qu'on est une mauvaise personne. Tu vois, moi-même, la première, j'ai des bagages. J'ai brisé les cœurs des gens. Je sais que je suis le pire cauchemar de certaines personnes. Est-ce que j'en suis fière? Absolument pas. C'est pas ce que je dis. Si je pouvais revenir en arrière et enlever le mal que j'ai pu faire à certaines personnes, je le ferais. Sauf que c'est arrivé parce que j'étais à un stade de ma vie où ça devait arriver. Et aujourd'hui, je suis
plus cette personne-là et ça fait partie de moi certes, mais ça fait pas de moi une mauvaise personne. Et c'est pas parce que, à un moment on fait des choses qui sont pas OK ou qui sont pas cool, que ça doit nous coller, à la peau. Et moi je pars du principe que quand on est dans une relation amicale comme amoureuse, hein, d'ailleurs, parce que, enfin c'est un peu le même délire, c'est on accepte la personne avec son entièreté. Ça veut pas dire qu'on doit accepter que la personne nous fasse du mal, c'est pas du tout ça, au contraire, ça c'est red flag, on n'y va pas. Par contre, on accepte la personne avec ses zones d'ombre, en fait, finalement, tant qu'elles ne nous font pas de mal à nous. Exactement. Et en fait, c'est pas que c'est pareil pour tout le monde d'avoir ce discours-là, mais ne pas se l'appliquer à soi. C'est que j'arrive à dire à Coralie, mais exactement ce que tu viens de dire là, en fait, que je t'accepte avec tout, il n'y a pas de problème. Et moi, de mon côté, j'ai du mal à me considérer encore maintenant comme une bonne personne ou une belle personne, de par ce que j'ai pu être par le passé, de par, voilà, je sais aussi que j'ai fait énormément de mal, je sais que j'ai pas fait que des belles, vraiment pas des belles choses, je sais que j'ai pas été à la hauteur de ce qu'on attendait de moi ou de ce que j'attendais de moi, personnellement même. Enfin voilà, je sais que quand j'avais 25, entre mes 25 et même 30 ans, j'ai pas été forcément une personne avec de belles valeurs. Ou il a fallu aussi que moi que j'apprenne, que je me déconstruise, que j'intègre aussi pas mal de choses. Mais j'ai du mal à me trouver des qualités et je me reste focalisé un peu quand même sur le passé et les défauts. Et c'est ça qui peut être compliqué justement dans ma relation amoureuse. C'est là que la thérapie a un sens. Exactement, c'est là où effectivement. C'est pour ça qu'il faut aller en thérapie, messieurs dames. Exactement, ben oui, c'est pour ça que je prône vraiment que tout le monde devrait aller voir un psy ou une psy, et la santé mentale est le plus important. Mais ça prend du temps. C'est vrai que ça prend du temps. Ah bien sûr. Ah ben c'est pas une baguette magique, hein, la thérapie. Hein. C'est beaucoup de travail et c'est un combat de tous les jours après, d'apprendre à s'accepter. Parce que moi je te dis tout ça, mais c'est 8 ans de thérapie pour en arriver là. Et c'est pas fini, enfin c'est jamais fini de toute façon. C'est jamais vraiment toujours fini, des choses. C'est ça. Donc voilà, c'est des mots, je pense, qui méritent d'être entendus quand même, parce que même s'ils paraissent simples, voilà, parfois ça sème des graines et c'est important de l'entendre. Ça veut pas dire que c'est facile. La thérapie n'efface rien et surtout en thérapie, c'est quand même toi ou moi, enfin nous, qui faisons le travail. Et le travail, il est pas simple tout le temps. Il est même rarement simple. Mais le résultat vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Oui, c'est ça surtout, c'est que ça vaut la peine derrière. Mais il faut pas se décourager, quoi. Et souvent, moi, j'ai tendance à me décourager, clairement, de me dire bon, mais tout ça, pourquoi? Je ne sais pas. Mais voilà, je suis avec une personne qui justement est plutôt du courant philosophique le stoïcisme, et du coup, elle prend les choses vraiment avec une autre philosophie que la mienne, et du coup, elle me remet souvent à flot, et c'est appréciable. Bah vous complétez en fait, et ça c'est trop chouette. Totalement, j'ai l'impression qu'on se complète, et c'est peut-être ça qui fait que ça fonctionne, et que j'espère que ça fonctionnera longtemps, contrairement à d'autres relations où malheureusement je pense qu'il n'y avait pas, on se complétait pas, quoi. Je crois qu'on ne complétait pas assez, et où on s'est peut-être complété à un moment donné et puis après non. Enfin, ça peut, voilà. Oui, et puis en fait elles font partie de ce cheminement et des raisons pour lesquelles tu es là aujourd'hui, en fait, de toutes ces relations. Ça t'apprend quand même énormément sur toi aussi, sur la relation à l'autre, sur ce que tu veux, sur ce que tu veux pas. Ça te permet de réfléchir, et tant que ça reste sain, c'est ça que je veux dire, hein. Attention, parce que bon, quand on est dans des relations toxiques hyper violentes et tout ça, je dis pas qu'il faut rester et qu'on apprend des choses. On apprend toujours des choses. Il y a de la résilience et tout ça à un moment, mais quand même on mérite pas ça. Mais des relations qui échoue entre guillemets, et encore j'aime pas tellement ce terme parce que c'est pas parce que ça se termine que c'est un échec. Des relations qui se terminent, enfin c'est juste l'histoire de la vie et c'est l'histoire de ta vie, et ça en fait pas quelque chose de négatif pour autant, même si ça, des fois ça se termine mal. C'est pas parce que ça se termine mal que il n'y a pas une raison d'être à ça, et c'est ce qui te permet d'apprendre et d'être aujourd'hui la personne que tu es aujourd'hui. Et finalement, c'est ça qui est le plus important. Mais c'est la même chose pour la personne avec qui tu vis. Si elle a eu une vie avant, des enfants avant, voilà, c'est ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui, et c'est ce qui fait que tu tombes amoureuse de cette personne aujourd'hui, tu vois.
exactement ça. Totalement. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Vincent, pour la suite? Eh bien, que du bonheur. Non, je ne sais pas. En fait, là, je suis assez... Là, à l'heure actuelle, je pense que je suis assez comblé. Je fais un métier qui est dur, certes, qui me passionne et qui est éprouvant mentalement, physiquement, moralement, mais en même temps, c'est un métier que j'aime profondément. Je vis une vie de couple, puis une vie aussi du coup de coparent que j'apprends à chaque jour, toutes les 2 semaines, pas à pas, à expérimenter. Donc, c'est vrai que je me dis, est-ce que là, l'arrivée d'un autre enfant est-ce que ça nuirait pas un peu à l'équilibre que j'ai actuellement? Peut-être que je ne suis pas encore prêt, peut-être que je ne le serai jamais, je ne sais pas. Mais voilà, je n'en fais pas une priorité. Je pense que non, là, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'on déménage prochainement de l'appartement et qu'on trouve une maison d'ici 1 an, ça serait bien. Une grande maison à la campagne? Exactement, toujours bien sûr sur Castres, dans les environs, mais une belle maison. Je pense qu'on on peut faire un appel, si tu veux. Vous avez une maison à vendre ou à louer dans la campagne de Castres, envoyez un message à Vincent. Totalement, avec grand plaisir. Ça serait vraiment bien parce que les agences ne veulent pas quand une des 2 personnes n'est pas en CDI. Et ça, c'est très énervant. Ah, et donc, Coralie est en CDI l'an prochain, mais à l'heure actuelle, pas encore. Et donc, c'est un peu pour ça que là, on bloque. Non, après, voilà, c'est pas grave. C'est que ça doit être comme ça. Nous, on pratique mais bien sûr. L'adage du... Voilà. Chaque chose a son temps. Exactement, voilà. Non, on peut me souhaiter le fait peut-être de terminer mon 3e roman là et puis qu'il sorte en début d'année prochaine, ça serait bien. Parce qu'à un moment donné, à un moment donné, on est en manque de lecture, tu peux le dire. Un petit moment, par exemple, le 2e est sorti, donc il est très temps que je revienne dans le paysage littéraire. C'est l'essentiel. Ok, c'est chouette. Merci beaucoup Vincent pour cet échange et pour ta transparence et pour ton témoignage. Je suis certaine que d'autres personnes vont se reconnaître et que ça va parler à plein de gens. Je te remercie beaucoup. Et puis si on veut te suivre quand même, parce que tu écris t'as pas encore fini ton roman qui est pas encore sorti, mais t'écris quand même plein de choses sur Insta et c'est très très chouette. Donc, on peut te retrouver sur Instagram. C'est ton nom, c'est Vincent Lahousse, je crois. Ah oui, Vincent Lahousse, tiré du bas. Oui, c'est ton nom. Et mon nom, tout simplement. J'ai pas de pseudo, donc quand même me retrouver facilement. Trop bien. Donc, si vous voulez échanger avec Vincent, allez voir son travail et puis pourquoi pas lui faire un retour sur cet épisode, n'hésitez pas. Moi, je te remercie 1000 fois. Et puis, je te dis à bientôt. Peut-être qu'il y aura une suite, on ne sait pas, on verra. On verra bien. Merci beaucoup pour l'accueil. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Cet épisode t'a plu? Parle-en à tes amis et partage-le sur Instagram en me taguant @Elise_, Prenons un café. Ça reste le moyen le plus efficace pour faire grandir ce podcast. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast et même sur Spotify. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli préférée, tu cliques sur les étoiles et tu mets un petit mot sympa dans la section avis. Par exemple, le 27 septembre, Mathilde Dupe écrivait « Tellement magique d'entendre les mots et les réponses aux questions que je me pose sur certains sujets depuis que je suis maman. Ça devrait être pris en charge par la Sécu, tellement ça fait du bien, tellement ça rassure et tellement ça apaise. Merci beaucoup. » Mais c'est moi qui te remercie Mathilde pour le temps passé à écrire ce message et les mots choisis car ils me touchent énormément. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café.